Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Media Ex Machina. Un petit sujet hors série, un peu comme ça fait à l'arrache, sur la question des crypto-monnaies et des NFT. Je me suis un poil énervé sur Twitter il y a quelques jours et j'ai demandé si ça intéressait à quelqu'un d'en parler un peu du sujet et apparemment à l'unanimité oui. Donc je vais donner un peu mon avis sur la question. Comme toujours, je suis pas spécialiste de ces questions-là et c'est surtout des raisonnements et tout un parcours de raisonnement que j'ai fait et vous pouvez en avoir un différent et vous pouvez avoir un avis différent et je suis encore totalement ouvert à des avis différents sur le sujet. N'hésitez pas. Alors déjà, la blockchain et technologie, pour moi la blockchain c'est une technologie intéressante. Ça part d'une idée vraiment, vraiment intéressante. Ça utilise des maths à très haut niveau et de façon assez intelligente. Ça repose aussi sur le fait qu'il est plus facile à faire certains calculs dans un sens que dans d'autres sens, dans un autre sens. Ça c'est le cas aujourd'hui sur l'informatique classique que l'on connaît, mais il n'est pas dit que dans l'informatique quantique, avec ce que ça peut nous promettre dans l'avenir, ça sera pas aussi évident que ça. Après, la blockchain est une technologie, je considère qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise technologie, il y a juste une façon dont on s'en sert, et aussi où on s'en sert ou on s'en sert pas. Si on parle par exemple des technologies liées aux armes à feu, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Ça c'est un sujet qui est complexe, mais on peut pas le détricoter du sujet de l'utilisation des armes à feu par exemple. Et je pense que pour la blockchain c'est pareil, c'est-à-dire que on a inventé, on a créé une technologie, ou en tout cas on a créé tout un courant de technologies liées à certains principes qui utilisent la limitation de l'informatique moderne. Ok, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, tout dépend de ce qu'on va en faire derrière. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Et après tout ce qui va découler derrière sur la suite de la vidéo, je partirai de ce principe-là. C'est-à-dire que c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste comment on s'en sert. Et donc je vais plutôt juger les usages que je vois plus que la technologie en elle-même. Alors, au début les crypto-monnaies, alors si je dis Bitcoin, faut penser crypto-monnaie, je n'ai pas un dans les yeux, enfin pour moi c'est à peu près tous un peu pareil. Pour moi la crypto-monnaie au début, quand j'ai commencé à en entendre parler dans le milieu-fin des années 2000, on m'avait présenté une technologie qui était décentralisée, qui était fortement anonyme, où chacun pouvait ou devrait avoir un node sur sa machine pour pouvoir faire des échanges. Le minage était bien sûr très 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 difficile et très long. Et surtout une monnaie les crypto-monnaies étaient censées se dévaluer avec le temps. C'est-à-dire que plus on attendait, plus elles valaient rien. Et donc c'était surtout des monnaies qui devaient être utilisées pour faire des transactions financières anonymes et potentiellement sans limitation des banques. On nous avait présenté aussi les crypto-monnaies comme étant la solution contre les banques, parce que les banques c'était pas bien et parce qu'il fallait des solutions technologiques qui pouvaient corriger, résoudre des problèmes, notamment à une époque où par exemple il y avait, où je sais plus quel groupe c'était de hackers qui voulaient se faire, hackers chapeau blanc, qui voulaient se faire financer et en fait on leur avait interdit l'accès à des cartes bleues ou des paiements par carte bleue, donc ils pouvaient plus avoir de dons sur leur site. Je crois que c'était ça au départ le problème. Bref, tout ça c'était plutôt prometteur et donc en l'occurrence j'avais fait un petit essai de mon côté en disant tiens je vais essayer de démarrer un nœud juste pour voir un peu comment ça marche, un nœud Bitcoin en l'occurrence, et ça a été un peu laborieux puisque le nœud il a commencé à synchroniser et la synchronisation était interminable et j'ai dû l'arrêter avant qu'il finisse de synchroniser. Il me prenait une place complètement folle. Je pense qu'il devait surtout stocker toute la blockchain sur ma machine, c'était juste interminable, et donc j'ai laissé tomber. Ça m'a déjà fait comprendre un truc, c'est que tout le monde ne pourrait pas avoir une instance sur sa machine. C'est dommage parce qu'une technologie qui vend justement la décentralisation doit être décentralisée. Si c'est pour vendre un truc décentralisé, vous avez que quelques acteurs sur la place publique, en fait c'est pas décentralisé, c'est juste recentralisé. Si on est par là, Google a des milliers de serveurs, donc on peut dire que Google est décentralisé, sauf que tous les serveurs de Google appartiennent à Google. Donc à la fin il n'est pas décentralisé. La deuxième chose aussi que j'ai rapidement pu comprendre, et ça c'est quelque chose pour l'instant j'ai toujours pas réussi à me donner de contre-exemple. Alors ça existe peut-être, mais j'en ai pas encore vu. C'est que il faut miner, et miner ça demande de bouffer des ressources pour rien. C'est-à-dire que quand on fait faire du calcul pour créer de la monnaie, c'est pas comme si on en tirerait quelque chose. On fait juste un calcul qui ne sert à rien et après on dit vous avez vu j'ai fait ce calcul qui sert à rien, combien vous en voulez ? Combien vous me l'achetez ce calcul qui sert à rien ?
Et ça soit un calcul ou ça soit du stockage de données, je crois qu'il y a aussi des crypto-monnaies sur la preuve du stockage. Mais pour moi, c'est le même délire, c'est-à-dire je stocke des choses qui ne servent strictement à rien, et après derrière, regardez, donnez-moi de l'argent par rapport à ça. C'est pas très très intelligent, enfin je trouve pas ça très très intelligent comme approche, notamment quand on rentre dans une époque, alors dans la fin des années 2000 c'était pas encore le cas, mais maintenant on rentre dans une époque où on pense un peu à économiser les ressources qu'on a, quelles qu'elles soient. Ça c'est encore peut-être un avis de vieux con ou de jeune con, je sais pas encore où je me place par rapport à ça, mais autre point aussi qui m'ennuie, c'est la taxe des 51%. Alors le terme attaque des 51%, c'est pas vraiment le vrai terme. Normalement, on pourrait l'appeler ça l'attaque du quorum ou attaque des 50% plus 1, mais je pense même pas que 50% ce soit une vraie valeur. L'attaque du quorum ou les problématiques de quorum, ça c'est quelque chose que l'on rencontre en informatique distribuée quand on gère des bases de données distribuées, c'est-à-dire des informations, quand on veut stocker une information, quand on veut l'étaler sur plusieurs instances, et quand on veut que si une instance qui pète, les autres continuent à fonctionner. Et donc il y a des algorithmes pour ça, de distribution de données. Le souci de ce système-là, c'est que si vous avez par exemple la moitié de votre base de données qui tombe et l'autre moitié qui fonctionne encore, quand vous rallumez la moitié qui est tombée, quelle est la version des données qu'il faut garder ? Est-ce qu'il y a celle des machines qui tournent encore ou des machines qui viennent de démarrer ? La logique dirait c'est celle qui tourne encore. Simplement d'un point de vue algorithmique, et même dans les implémentations des bases, une base qui démarre ne sait pas si elle a raison ou si elle a tort. Elle ne sait pas si elle a les données les plus récentes ou les plus anciennes. Parce que il pourrait par exemple arriver qu'une machine se fasse hacker ou modifie ses données dedans, et donc les autres données ne feraient surtout pas qu'un synchronise et qu'un importe les données des autres. Donc pour ça on a imaginé une solution de quorum en disant on va donner un certain pourcentage de machines qui au total auront raison. Donc si par exemple on a une donnée qui commande à 20 machines et qu'il faut un quorum de 50% on va dire, et s'il y a 10 machines qui disent A et 10 machines qui disent B, là on a un problème. Par contre s'il y a 11 machines qui disent A et 9 machines qui disent B, et ça sera A qui sera stocké et les machines qui disent B devront stocker A. Un peu comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est sûrement mal expliqué, mais en tout cas c'est le principe des fonctionnements à quorum. Pour les crypto-monnaies c'est pareil, c'est du décentralisé, donc il faut quand même des quorums, et apparemment, je crois que donc apparemment ça sera un quorum de 50%, mais ça j'ai vu passer un jour un article sur le sujet, donc j'en suis pas totalement certain, mais ça m'a fait comme très peur. C'est de dire que il suffirait que quelqu'un démarre des tonnes de nœuds dans un coin, qu'il contrôle. À partir du moment où il contrôle plus de la moitié de tous les nœuds dans le monde, lui il va injecter sa propre blockchain qui va réécraser celle des autres. Théoriquement c'est possible. Même si dans les faits ça sera sûrement pas possible, ça foutrait comme un sacré bordel dans le système. Parce que ça veut dire qu'on aurait des systèmes qui voudront se synchroniser envers de nœuds qui ne feraient pas se synchroniser. Là, le côté décentralisé prend un grand coup dans la gueule. Et puis après, il faut être franc aussi, le Bitcoin ou même les crypto-monnaies en général, c'est aussi des technologies où on nous dise fortement décentralisées. Qui a besoin d'une monnaie fortement anonymisée, décentralisée ? Potentiellement les gens qui ont besoin d'acheter des choses pas forcément très très légales. Et c'est ça aussi qui m'a aussi gêné là-dessus, c'est que au départ avec les blockchains, on nous explique voilà, vous avez un problème, c'est les banques, avec les crypto-monnaies, vous avez la solution contre les banques. Sauf que là maintenant, vous avez un problème, c'est les banques, maintenant vous avez un deuxième problème, c'est les crypto-monnaies. Là, c'est peut-être une façon un peu con de voir les choses, mais en tout cas pour l'instant, je vois pas trop quels soucis résolvent les crypto-monnaies par rapport aux problèmes qu'elles posent. Et ça, je le dis en prenant vraiment le temps. Quand on réfléchit un peu comme je le fais, ce qui est très important aussi, et ce qui est difficile, c'est de suspendre son jugement. C'est-à-dire se dire à un moment donné, de dire « j'en sais rien », j'ai pas besoin de savoir tout de suite, ou j'ai pas besoin d'avoir un avis tout de suite, et je prends le temps de me faire pause et de dire « je verrai plus tard ». C'est pas facile, c'est peut-être même un peu courageux de dire ça, de dire « je sais pas, je verrai bien un jour ». Et puis à un moment donné, on a des informations qui passent, et puis à un moment donné, on dit « bon, stop, là j'ai peut-être de quoi me faire un avis ». Il pourra sûrement changer plus tard, mais pour l'instant, j'ai assez d'informations pour me faire un avis. Et on arrive donc au NFT. Déjà que la blockchain, j'ai un peu de mal à voir quelle utilisation on peut en avoir à part des crypto-monnaies, et arrive donc une nouvelle utilisation très moderne, les NFT. Autant je vous ai pas fait de cours sur vous expliquer comment fonctionnent les crypto-monnaies, autant je vais pas non plus vous expliquer comment fonctionnent les NFT. Renseignez-vous un petit peu de votre côté et voir un peu ce que c'est que ce truc si vous n'en avez pas entendu parler. Ça fait du buzz, on en parle, tout le monde un peu s'excite sur le sujet. Donc c'est le genre typique de truc où il faut pas se focaliser, et c'est le genre typique de truc où il y a un effet de mode. Donc comme toutes les modes, faut les laisser rouler, puis après on verra bien.
Déjà, les NFT de base, c'est stupide. Le principe est stupide. Déjà, de dire je possède un hash d'une URL qui elle-même pointe vers le hash d'une œuvre numérique. Déjà parce que les NFT reposent sur blockchain, n'importe qui peut démarrer le blockchain n'importe quand. Donc autrement dit, il y a autant de blockchains de NFT qu'on peut imaginer qu'il y a d'individus dans le monde. Non, bien sûr, j'abuse un peu dans le truc, mais je veux dire, donc c'est pas l'NFT tout court, c'est l'NFT d'une certaine blockchain. On va dire oui, mais elles sont liées sur Ethereum ou je sais pas quoi. Oui, mais très bien, mais encore une fois, les blockchains en démarrent autant qu'on en veut. C'est pas un problème. Après, est-ce qu'elles sont utilisées ou pas, ça c'est un problème. Mais donc, il y a donc un effet réseau, comme les réseaux sociaux, ce qui fait que s'il y a plein de monde qui y vont, d'autres personnes iront déjà. Donc autrement dit, on a déjà un truc qui est voulu comme étant unique, qui est pas spécialement unique, parce qu'en tout cas, la technologie de base montre que ce n'est pas unique. Quand vous possédez un objet physique, vous le possédez pas. Vous l'avez avec vous ou vous l'avez pas avec vous. Vous pouvez pas à la fois l'avoir mais pas l'avoir. Ensuite, la décentralisation des NFT, en fait c'est pas donc décentralisé puisque ça sous-entendrait qu'il faut avoir un nœud sur sa machine à soi pour arriver à synchroniser les données, comme toute blockchain. Sauf que clairement c'est pas possible parce que les NFT vous passez par des plateformes intermédiaires qui elles-mêmes vont faire ce rôle-là. Donc autrement dit, vous décentralisez vers des plateformes centralisées. Et en plus, apparemment, alors si j'ai bien compris, les NFT, ça pointe vers des hashes d'URL. Donc une URL d'une seule plateforme. Et pas autant de plateformes qu'on voudrait. Ce qui est un peu débile parce que si la plateforme derrière n'existe plus, votre NFT il va pointer vers une URL qui n'existe plus. L'erreur 404, tout le monde l'a déjà perçu. Donc pour l'instant, j'ai un peu de mal à trouver beaucoup d'avantages à cette technologie. Pour l'instant, je trouve ça quand même assez stupide. Pour l'instant. Après, j'irai jusqu'au bout de mon raisonnement. Ensuite, on a un effet de mode. Donc, comme toujours, c'est ce que j'appelle l'effet de la ruée vers l'or. Hein. C'est ma petite théorie que je sais plus où j'avais entendu ça un jour. C'est de dire, quand il y a une ruée vers l'or, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui se précipitent pour aller chercher de l'or, et celles qui leur vendent des pelles, des pioches, des tentes et tout. Ceux qui vont chercher de l'or, ils finiront pas riches. Par contre, ceux qui leur vendent des trucs, eux finiront riches. Et donc là, je vois bien un effet de mode, clairement, où il y a des gens qui vont vouloir acheter des NFT pour éventuellement être riches, et il y a des gens qui leur vendent toutes les solutions pour le faire. À votre avis, qui va gagner le plus d'argent dans l'histoire ? Bon. Et donc, comme tous les effets de mode, soit ça s'installe durablement, soit ça s'évapore. C'est sûr qu'il y a une bulle qui est en train de se construire, donc ça va peut-être faire claque à un moment donné, et ça va peut-être se reconstruire derrière. Tant que les États ne cherchent pas à légaliser le truc, ça va un peu vivoter, et puis à un moment donné, quand ça va vraiment devenir un peu solide, les États vont mettre quelques lois là-dessus, puis après ça va partir. Je pense qu'on n'est pas prêt à s'en débarrasser, pour une raison très simple. La même raison que la crypto-monnaie se met à fonctionner de façon délirante aujourd'hui, c'est la spéculation. En fait, pour moi, je vois pas autrement que ce soit des technologies de spéculation. Déjà pour rappeler, comme le NFT quand même, c'est comme un hash d'une URL qui elle-même va pointer vers le hash d'une œuvre numérique. Et ça tombe bien, les œuvres numériques, je connais un peu le truc, enfin je sais un peu comment ça peut fonctionner dedans. Si vous prenez un fichier d'image ou un fichier vidéo ou ce que vous voulez, vous en calculez un hash, donc c'est un calcul mathématique qui est très précis, très rigoureux. Ok, très bien, vous récupérez un hash. Sauf que votre fichier vidéo ou votre fichier audio, il y a forte chance qu'il ait été compressé, il a peut-être des en-têtes, il a peut-être des métadonnées supplémentaires, il a peut-être des choses dessus qui le rendent unique jusqu'à un certain point. Ça veut dire que si vous prenez ce fichier-là, vous le convertissez dans un autre format, ou vous le convertissez dans le même format, vous changez la résolution, n'importe quoi, vous allez changer globalement l'intégralité de tous les octets qui vont le composer, donc là c'est sûr que le hash sera différent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une œuvre numérique, il y a autant d'œuvres numériques, il y a de versions possibles et imaginables de conversion de ce format-là. Ok. Et en plus, on parle d'œuvres numériques. Ça veut dire que toutes les œuvres analogiques, je ne sais pas au hasard la Joconde, si vous la numérisez, vous avez donc une infinité de possibilités de numériser un signal analogique. Il n'y a pas une seule façon, une infinité. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen d'arriver à pouvoir avoir le hash d'une œuvre physique, et il y a potentiellement une infinité possible de hash pour une œuvre numérique. Super. Et avec ça, on s'attend à avoir un truc qui soit durable dans le temps. Non, c'est pas fait pour être durable, c'est juste fait pour spéculer. En fait, vous prenez une patate, vous vous dites voilà, cette patate elle vaut 1000 €, qui veut l'acheter un peu plus, vous l'avez achetée à 1200 €, je te la vends 1200 €, j'ai gagné 200 €. On s'en fout, c'est pas pour la cuisiner, c'est juste dire parce qu'elle vaut de l'argent. C'est juste ça, et la spéculation, je vais ni vous l'expliquer, ni l'inventer, ni le raconter, on voit tout ce que c'est.
Je pense après, ça c'est mon avis, encore plus mon avis pour toute la vidéo, c'est que on a peut-être autre chose à faire, à dépenser notre temps et notre énergie qu'à spéculer des choses. Je pense pas que pour l'évolution de l'humanité dans les prochains siècles, la spéculation soit quelque chose dont on a besoin. Je pense pas. Je pense que la spéculation a peut-être servi à des choses il y a très longtemps, sert peut-être de temps en temps des trucs, j'ai du mal à voir quoi, mais ça doit sûrement servir. Mais à un moment donné, je pense surtout que ça sert surtout à écraser les gens et à faire en sorte que certains qui ont déjà beaucoup d'argent en gagnent un petit peu plus. Sur le dos potentiellement de ceux qui n'ont pas forcément les moyens de spéculer. C'est-à-dire, pour rappel, spéculer, ça veut dire mettre de l'argent et pouvoir le perdre. Et se dire, tiens, j'ai mis tant de milliers d'euros dans quelque chose, je l'ai perdu, c'est pas grave, c'est le jeu. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire ça, et je veux dire, ça apporte... Enfin, je vois pas en fait ce que ça peut apporter à l'humanité en général, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que les NFT, je suis pas spécialement preneur de ce genre de choses. Fondamentalement, je trouve ça débile, bien sûr, mais... Enfin même, voilà, à part des questions de spéculation, je vois pas vraiment ce que ça peut sortir. Et je vous dis ça sans même parler des problèmes écologiques liés au minage, sans parler des problématiques de rémunération des auteurs et rémunération des artistes, sans parler des plateformes qui font leur propre loi, parce que forcément vous passez par une plateforme, donc elle gère et elle décide de tout, sans parler de tous ces trucs-là, sans même aller sur tous ces sujets-là qui sont encore très très problématiques. Déjà, le fait d'avoir une technologie qui permette de spéculer dans tous les sens, pour moi, l'intérêt s'arrête là. Surtout que ça repose comme sur des calculs qui ne servent à rien. Pour rappel, les calculs de crypto-monnaie, de blockchain, ne servent à rien. Si c'était pour replier des protéines, ou si c'était pour trouver des extraterrestres, ou j'en sais rien, je pense à SETI, je pense à tout un tas de choses. Si c'était des calculs liés à la recherche médicale ou ce genre de choses, oui, là, d'accord, ça peut servir, mais pour le reste... Après, je dis pas que ça n'existe pas, il y a sûrement des gens qui ont pensé avant moi, et sûrement des gens qui proposent des choses. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça frappe pas. J'ai pas encore entendu parler de gens qui minaient des crypto-monnaies et qui ont permis de faire des grandes découvertes scientifiques en même temps. Pour l'instant, cette histoire-là, je la connais pas encore, ou je l'ai pas encore entendue. Elle va peut-être arriver un jour, je ne sais pas. Donc, en conclusion de cette vidéo, j'ai pas trop de conclusions à donner. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser des commentaires, on peut reprendre le sujet si vous voulez. Je pense avoir tout dit pour ce moment-là. Je m'autorise totalement à changer d'avis sur certains sujets, voire sur tous les sujets. J'attends toujours qu'on me propose un point de vue différent. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu le point de vue différent, donc pour l'instant je me positionne. Mais je peux encore changer d'avis, surtout. Il n'y a aucun souci à se changer d'avis. Mais sinon, je pense que pour ma part, j'ai tout dit ce que j'avais à dire pour le moment. Et sinon pour le reste, on se donne rendez-vous pour des vidéos un petit peu plus utiles ou un petit peu moins utiles, ça dépend comment on voit les choses. J'ai des épisodes en cours, j'ai plein d'idées, plein de choses en cours, faut juste que je fasse tout rentrer dans l'espace-temps qui m'est consacré, enfin que je peux consacrer au sujet. Comme toujours, faites attention à vous, faites attention aux idées que vous mettez dans votre tête, prenez du recul sur les choses, vous précipitez pas, et puis à très vite, chers amis de Media Ex Machina.